Décryptage par Jamaldine Benchenouf. J'ai vu un gyrophare et il y a 4 personnes descendues de la voiture avec un brassard de police, 2 personnes avec un brassard de police orange. Et après, j'ai descendu de la voiture directement, sans parler, sans rien, et me met les menottes en arrière. Tu viens avec nous? Je lui ai dit où? Il m'a dit au commissariat, l'officier de la PG, il t'attend. Ce sont en fait de faux policiers, selon lui. Ils le conduisent de force dans un conteneur isolé à Ponto-Combo, en Seine-et-Marne. Là, j'ai senti et j'ai confirmé que c'est des kidnappeurs. Alors là, j'ai tombé dans le piège. Et après, le mec, il m'a dit, il y avait un responsable algérien, il veut te voir, il veut te parler. Et c'est le seul moyen pour te parler, comme ça. Aucun responsable algérien ne viendra. L'activiste est drogué avec des médicaments et enfermé durant 27 heures. Vers 3 heures du matin, ils m'ont dit, on va te libérer dans un lieu, tu vas tout droit, tu vas trouver le train, tu rentres chez toi. Pour lui, qu'un doute, ce sont les services secrets algériens qui ont tenté de l'intimider. J'ai vu un gyrophare et il y a 4 personnes descendues de la voiture avec un brassard de police, 2 personnes avec un brassard de police orange. Et après, j'ai descendu de la voiture directement, sans parler, sans rien, et me met les menottes en arrière. Tu viens avec nous? Je lui ai dit où? Il m'a dit au commissariat, l'officier de la PG, il t'attend. Ce sont en fait de faux policiers, selon lui. Ils le conduisent de force dans un conteneur isolé à Ponto-Combo, en Seine-et-Marne. Là, j'ai senti et j'ai confirmé que c'est des kidnappeurs. Alors là, j'ai tombé dans le piège. Et après, le mec, il m'a dit, il y avait un responsable algérien, il veut te voir, il veut te parler. Et c'est le seul moyen pour te parler, comme ça. Aucun responsable algérien ne viendra. L'activiste est drogué avec des médicaments et enfermé durant 27 heures. Vers 3 heures du matin, ils m'ont dit, on va te libérer dans un lieu, tu vas tout droit, tu vas trouver le train, tu rentres chez toi. Pour lui, aucun doute, ce sont les services secrets algériens qui ont tenté de l'intimider. J'ai vu un gyrophare et il y a 4 personnes descendues de la voiture avec un brassard de police, 2 personnes avec un brassard de police orange. Et après, j'ai descendu de la voiture directement, sans parler, sans rien, et me met les menottes en arrière. Tu viens avec nous? Je lui ai dit où? Il m'a dit au commissariat, l'officier de la PG, il t'attend. Ce sont en fait de faux policiers, selon lui. Ils le conduisent de force dans un conteneur isolé à Ponto-Combo, en Seine-et-Marne. Là, j'ai senti et j'ai confirmé que c'est des kidnappeurs. Alors là, j'ai tombé dans le piège. Et après, le mec, il m'a dit, il y avait un responsable algérien, il veut te voir, il veut te parler. Et c'est le seul moyen pour te parler, comme ça. Aucun responsable algérien ne viendra. L'activiste est drogué avec des médicaments et enfermé durant 27 heures. Vers 3 heures du matin, ils m'ont dit, on va te libérer dans un lieu, tu vas tout droit, tu vas trouver le train, tu rentres chez toi. Pour lui, aucun doute, ce sont les services secrets algériens qui ont tenté de l'intimider. Bonsoir. Désolé pour cet incident technique. Nous avons eu des problèmes, nous nous en excusons. Voilà, donc Algérie, y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle brièvement que tous les radars sont dans le brouillard en Algérie, qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits, que les observateurs les plus avertis sont perdus et que plus personne n'y comprend quoi que ce soit. 3 projets de loi qui devaient passer par les 2 chambres, la chambre basse et la chambre haute du Parlement, ont subi des vicissitudes jamais observées depuis l'indépendance du pays, où tout le monde sait que le Parlement, généralement, c'est un machin qui fonctionne à l'injonction, à la sommation. Or, cette fois-ci, 3 projets de loi qui, tous les 3, ont provoqué de très sérieuses turbulences. Le premier sur les transports qui a provoqué une grève générale des transporteurs au niveau de tout le pays et qui ont failli paralyser le pays. Et donc, je rappelle que ce projet avait été adopté à l'unanimité
par la Chambre basse, l'Assemblée nationale, puis ça a fait tellement de bruit et fait craindre au régime un ras-le-bol généralisé que pour stopper, il a fait parvenir au Sénat, à la Chambre haute, son souhait que le texte ne soit pas adopté, pour permettre aux législateurs et au gouvernement de recourir à l'article 125 qui prévoit, dans ce genre de situation, de mettre en place une commission paritaire composée des deux chambres et du représentant du gouvernement pour pouvoir... Pareil pour la loi criminalisant le colonialisme français en Algérie, où 13 articles ont été rejetés par le même Sénat, par le même Conseil de la Nation. Et donc, mais je vais vous dire mon point de vue. Jamais, à ma connaissance, depuis l'avènement du Parlement algérien, cette institution de pure façade et qui ne fonctionne qu'à, comme je viens de le dire, à l'injonction de ceux qui l'ont fabriquée, il n'y a eu autant de confusion, de tiribarquisme, brouillard épuré de poids. 3 projets de loi censés passer par l'habituelle routine de l'unanimité, de la claque et de la main levée, ont tous les 3 subi des turbulences décisives, de dispositifs législatifs sur le code de la route, votés par la Chambre basse et qui avait provoqué, comme je viens de le dire, une grève des transports de très grande intensité dans tout le pays, n'a finalement pas été adopté par la Chambre haute, qui a finalement émis des réserves sur 11 articles, ceux justement qui avaient déclenché la colère des transporteurs. La loi sur la criminalisation du colonialisme français en Algérie, votée à l'unanimité par la Chambre basse, a provoqué la même confusion et entraîné des réactions en chaîne, autant dans le sérail, très inquiet de voir encore se dégrader les relations algéro-françaises, que par les derniers survivants politiques français qui tentent depuis des mois maintenant, pour ne pas dire des années, de sauver le peu qui reste des relations algéro-françaises et qui ne comprennent plus que le régime algérien s'acharne ainsi à saper tous leurs efforts de normalisation, dans le même temps qu'il fait tout pour faire mousser l'extrême droite, dont ce régime est devenu en fait l'allié objectif et naturel le plus important. C'est peut-être en effet dans cet état d'esprit de certains cercles dirigeants français que cette attitude schizophrénique du régime algérien, c'est dans ce climat, semble-t-il, qu'un feu vert aurait été donné à France 2 pour la diffusion d'un nouveau numéro de complément d'enquête sous le titre « Rumeurs et coups tordus ». La guerre secrète France-Algérie, qui sera diffusée ce soir. C'était certainement en prévision d'une réaction de ce genre que la Chambre haute du Parlement algérien avait reçu, trop tard semble-t-il, l'injonction de ne pas voter le texte sur la criminalisation du colonialisme français et d'en retirer les principales dispositions qui fâchent, notamment l'exigence d'excuses officielles françaises et de réparation financière. Un rétro-pédalage qui arrive trop tard. Le coup était déjà parti, mais c'était compté sans l'habituelle impulsivité du régime algérien qui, à travers son agence officielle, l'APS, a livré, il y a quelques heures seulement, un tonitruant brûlot contre ce qu'il qualifie de frange de la classe politique française qui a atteint des sommets du ridicule, un texte qui traite l'ex-ambassadeur de France en Algérie de faux diplomate et d'homme sale. Nous reviendrons sur cette partie de cette hystérie qui s'est emparée du régime algérien après la diffusion de l'enquête de France 2. Nous y reviendrons après la diffusion. Juste rappeler que le blocage qui a eu lieu au niveau de la Chambre haute du Parlement n'est certainement pas le fait de sénateurs indépendants et qui n'ont
pas accepté de se ridiculiser comme d'habitude, mais seulement une réaction de zélés zélateurs qui répondent au quart de tour et à qui on a enjoint d'arrêter les dégâts. Certainement un clan du régime que j'ai évoqué au début de cette intro et dont la France est une véritable base arrière, une plaque tournante pour leur blanchiment d'argent sale, où ont été planqués des fruits de la rapine systémique. Un clan qui refuse d'être sacrifié à l'autel de l'improvisation politico-boulimique. Je rappelle le titre, Algérie a-t-il un pilote dans l'avion? Pour en parler, Abdelkarim Zrelich, je rappelle que nous avons toujours beaucoup de scrupules à inviter nos compatriotes qui se trouvent au pays parce qu'ils risquent gros lorsqu'ils s'expriment sur certains sujets, notamment. Nous n'avons pas d'autre choix et nous les remercions pour ce véritable sacrifice qu'ils font de leur personne, de leur famille, de leur situation, de leur carrière, de leur sécurité, de leur tranquillité. Abdelkarim Zrelich, merci d'être des nôtres. Merci à vous, bonsoir à vous et à vos invités, vos auditeurs. Merci. Et avec nous, Azwaou Chamrouk, en visio avec nous depuis Paris. Azwaou Chamrouk, merci d'être avec nous. On ne vous entend pas, micro. Ah, micro. Voilà. Bonsoir Jamaldine. Bonsoir Jamaldine, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir Abdelkarim, c'est un plaisir de partager cette émission avec lui. Bonsoir à toute l'équipe technique. Et je réitère aussi ma solidarité et mon témoignage du courage que témoignent justement les militants qui sont au pays. Donc, ils prennent le courage à deux mains pour parler sous cette ère, sous la dictature de Tebboune et de Chouinguideha. C'est un courage et je leur témoigne de toute la solidarité et tout et voilà. Merci. Abdelkarim Zrelich, donc 3 projets de loi qui ont subi pour la première fois, à ma connaissance, depuis l'histoire du pays, des projets de loi aussi importants. Celui des transports qui a subi, je ne sais plus, 13, je crois, des rejets de 11 articles. Celui de la criminalisation qui a subi 13 articles rejetés, dont celui des excuses et des réparations financières, et celui de la nationalité qui, lui, non seulement a été adopté, mais qui ont même rajouté. Le Sénat a rajouté des dispositions sur le retrait de la nationalité, y compris à ceux qui disposent d'une seule nationalité et qui sont au pays, sous prétexte, sous réserve de certaines particularités, mais qui en fait, ça veut dire que tout le monde aujourd'hui peut perdre sa nationalité s'il s'oppose à ce régime. Abdelkarim Zrelich sur ces 3 marches arrière de la Chambre haute du Sénat. Rebonsoir à M. Bouchouniouf. Bonsoir à M. Azwaou également. Là, vous savez, ce qu'on est en train de voir là, on a l'impression que des lois sont décidées. Bien sûr, le point commun entre toutes ces lois-là, ou ces projets de loi, c'est qu'il n'y a aucun débat public là-dessus. L'Algérien est totalement évincé, voilà, du débat public concernant les lois qui gèrent sa vie, qui gèrent son quotidien. Et on a eu, avec la loi sur les transports, la réaction de la population algérienne. L'Algérien réagit seulement aux lois qui mettent en péril sa personne, qui mettent en péril son quotidien. Par contre, des lois comme la loi de finances, qui est la loi la plus importante du pays,
L'Algérien, d'une manière générale, ne réagit pas. Réellement, ils sont parvenus à faire dégoûter l'acte politique, l'action politique et la réflexion politique à l'Algérien. Il est totalement déconnecté de ce que fait, j'allais dire, ce que fait le Parlement. Est-ce que, réellement, franchement, est-ce qu'on peut croire que le Sénat, la Chambre haute, prennent sa composante humaine individuellement, prennent leurs décisions en toute liberté, en toute indépendance? Ça m'étonnerait beaucoup qu'on puisse dire que sur les 3 textes de loi que vous venez de citer, M. Bichenov, le Sénat, d'un point, c'est-à-dire d'une action purement politique et réfléchie, a décidé de rejeter tel ou tel article ou telle mention. Je ne pense pas. Franchement, en Algérie, on ne pense pas ça. Et ça m'étonnerait même que vous pensiez à ça. Le Sénat reçoit des ordres et les applique, que ce soit la Chambre haute et la Chambre basse. On commence par la Chambre basse, on introduit une loi et un test, c'est un test, on voit à peu près les réactions et on se réserve l'opportunité et la possibilité de changer ou de rejeter une partie de ces lois-là Oui, mais comme option. Abdelkrim Zredj, vous et moi, nous savons parfaitement en effet que vous et moi et tous les Algériens savent que le Sénat ou la Chambre basse ne votent que quand on leur demande de voter, d'applaudir quand on leur demande d'applaudir, etc. Mais pourquoi ce rétro-pédalage alors que c'est le même? À la limite, pour le transport, on comprend très bien. Ils ont essayé de faire passer en force un nouveau code de la route absolument hallucinant, où il y a des peines de prison très longues, 7 ans, 15 ans, je ne sais pas combien. Et on comprend, il y a eu une grève majeure, massive, très importante, qui les a fait reculer. Là, on comprend. Mais pour ce qui est de la criminalisation du colonialisme français, pourquoi proposer quelque chose d'aussi outrancier, par exemple exiger des excuses, exiger des réparations financières, alors qu'ils savaient dès le départ que cela ne pouvait pas se faire de toutes les façons dans le climat actuel politique français, et ensuite que ça ne pouvait être que contre-productif, ça veut dire aller dans le sens de l'extrême droite et contre les rares politiciens qui sont du côté de l'Algérie, qui essayent d'aider à cette reconnaissance mémorielle, etc. Pourquoi avoir mis sur le chantier de telles absurdités pour demander à la fin au Sénat de ne pas les voter? Je dirais que déjà, avant tout ça, tout simplement, ils savaient très très bien que c'était inapplicable. Il n'y a aucun mécanisme pour qu'on puisse, pour que l'Algérie puisse demander des réparations, des indemnisations financières ou des excuses. Il n'y a pas de mécanisme. Mais en plus de cela, ils savaient pertinemment que la loi de criminalisation du colonialisme, elle est en contradiction avec les accords d'Évian que l'Algérie a signés avec la France. Ils savaient, avant de voter cette loi, donc je parle des articles les plus importants, qui est l'article 9, l'article 9 et l'article 10, c'est justement ces 2 articles-là qui parlent d'excuses et de compensation. Ils sont inapplicables, ces articles-là. À quoi servent des lois si on n'arrive pas à les appliquer? Donc, je pense, en dehors du fait que ça rajoute de l'eau au moulin de l'extrême droite en France, ça nuit aux Algériens qui sont en France, c'est le timing également. J'ai des propositions de réclamation à faire à la France. Je la fais, je pose ces conditions-là, ces réclamations-là, ou ces demandes-là, dans un moment où j'ai un maximum de potentialité, de chance d'arriver à mes fins. Je pose ces demandes-là dans un moment où les relations entre les deux pays sont calmes, sont sereines, je dirais sont normales. Je ne pose pas ces conditions-là, ou dans un moment où les relations sont déjà très mauvaises, entre parenthèses, je dirais, l'animosité des 2 côtés, où je n'ai absolument aucune chance d'arriver à mes fins. Ça ne sert à rien de demander ce genre de placer ce genre de demande actuellement. Donc, pourquoi ils le font? M. Bichenov, personnellement, ma propre analyse de la chose, moi je dis ce que je dis tous les jours à propos de toutes les lois qui sont actuellement en train de sortir, mais c'est incroyable. L'Algérie, on ne produit pas notre nourriture et on a une surproduction de lois. Ils font semblant de travailler. Ils ne trouvent rien à faire. Chaque fois qu'on sort un sujet, est-ce que la guerre, il faut dire aux Algériens, la guerre avec la France, est-ce qu'elle est finie, oui ou non? Est-ce qu'on est en guerre avec la France, oui ou non? Est-ce que cette guerre-là, elle est finie?
Nous, ce sujet-là, on en parle comme si on est en guerre ou la guerre, on a pris notre indépendance la semaine passée. Ça fait 63 années que cette guerre est finie. Ça fait 63 années que l'Algérie est indépendante. Et nous, on en parle comme si c'était hier. On crée de faux débats dans la société pour empêcher la société de réfléchir à ce qui est l'essentiel pour elle, son quotidien, sa vie. Maintenant, on est le 22 janvier 2026. Et le sujet qui détient le devant de la scène, certes, c'est un sujet important, c'est évident, la mémoire des peuples est importante. Mais nous, on consomme ce sujet-là comme si c'était hier. Ça fait 63 ans que la guerre avec la France est finie. L'Algérie devrait savoir comment exploiter sa proximité avec l'Europe. Qu'est-ce qu'elle va tirer d'une bonne relation entre nations qui se respectent et chaque nation défend ses intérêts? Qu'est-ce que l'Algérie peut soutirer comme bénéfice d'une relation avec la France? Voilà qu'on devrait penser. On devrait penser à l'avenir. Et nous, on est concentrés sur le passé. Et on fait exprès de faire ressortir ce passé-là toujours, depuis 63 ans. J'ai entendu dernièrement, j'ai oublié, le président de la Chambre de commerce française, le monsieur, il m'a plu. Il m'a plu, le monsieur, il était en train de parler sur justement sur la situation actuelle des relations franco-algériennes. Il parlait des 4 milliards, il y a vraiment les gens qui ont une vision, les gens qui pensent à l'instant, qui pensent à l'intérêt, qui sont probants, qui sont pragmatiques. Le souci du monsieur, c'était les 4 milliards de dollars que les petites et moyennes entreprises françaises, en dehors des hydrocarbures, bien sûr, les 4 milliards de dollars, 4 milliards d'euros plutôt, que les sociétés françaises faisaient en Algérie. Voilà, c'était quoi son souci. Le monsieur était prêt à embrasser l'Algérie pour que les sociétés françaises continuaient à parler. Son problème, ce n'était ni la mémoire, ni les relations, ni je dirais, cette manière de on dit en arabe, je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Son souci, c'était des bénéfices des entreprises françaises en Algérie. Pragmatique. L'Algérie devrait avoir la même vision sur la chose. Azwaou Chamrouk, sur la même question, sur ces rétropédalages, sur cette impulsivité dans l'action politique, dans l'action législative, Thierry Barkisme, il n'y a pas de souci, quitte à faire marche arrière après, quitte à demander au même Parlement à qui on a demandé de faire passer les lois, non, faut arrêter, faut pas faire passer. Un Parlement qu'on a vu, une véritable hystérie, des députés en transe, en train de crier « Ji, Shab, Khawa, Khawa », comme si on était en guerre. Azwaou Chamrouk. Effectivement, Jamaldine, c'est ce que vous avez dit, c'est comme si on était en guerre. Et puis ce que disait Abdelkrim, c'est que est-ce qu'il se posait la question s'il y avait toujours une guerre entre l'Algérie et la France. Moi, je pense qu'on pouvait l'inscrire dans un contexte où si on pourrait mettre des contours pour tout ce qui se passe actuellement, notamment pour ces projets de loi, surtout celui concernant la criminalisation du colonialisme. Je pense que les meneurs de ce projet, que ce soit dans l'exécutif, à savoir Tebboune et son gouvernement, ou dans le Parlement, ils se trompent de temps. Donc, il y avait une guerre contre la France qui a été menée il y a plus de 60 ans, sauf que eux, ils veulent mener une guerre contre la France, mais ils se trompent d'ère, donc 60 ans après. Si on pouvait, si vous voulez, si on pouvait mettre une continuité politique, et si on pouvait dire que les ancêtres politiques du pouvoir actuel, si on devait mettre des ancêtres politiques à ce pouvoir actuel, je mettrais les Harkis comme ancêtres politiques. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est des gens qui ont soutenu Bouteflika, d'une manière qu'on peut pas imaginer. Ils l'ont soutenu pendant 20 ans. Et aujourd'hui, on les voit revenir comme si c'était les plus ardents, les plus farouches opposants à Bouteflika, et qui nous laissent à dire qu'aujourd'hui, c'est comme si nous, on n'était pas, on se posait la question si on était vraiment des opposants à Bouteflika, c'est-à-dire qu'on se met devant ces gens-là. Donc, voyez comment qu'ils essayent de tordre un peu l'histoire pour dire que
aujourd'hui, ils combattent la France, c'est une manière un peu de se racheter, parce que s'ils étaient pendant la guerre, je pense pas, et peut-être ils auraient choisi le camp de la France. Hein. Ils étaient sous l'ère de Bouteflika, ils ont choisi la tyrannie, ils ont choisi de soutenir Bouteflika, le pouvoir de l'époque. Et demain, si Tebboune, aujourd'hui, ils soutiennent Tebboune, et demain, si Tebboune tombe, ils reviendront pour dire qu'ils avaient combattu Tebboune. Donc, oui. pour vous dire un peu le contexte. Donc, moi, ça ne m'étonne pas à ce qu'ils, si vous voulez, à ce qu'ils reviennent sur certaines décisions, parce qu'il s'inscrit dans une tension qui est quand même, qui n'a jamais vu de précédent entre l'Algérie et la France. Et s'inscrit également dans la médiocrité de Tebboune, parce qu'il faut qu'on se le dise, c'est que le Parlement n'agit que sous injonction de Tebboune et son conseiller qui est Boualem Boualem, donc son conseiller, enfin son chef de cabinet qui était conseiller aux affaires juridiques. Mais pourquoi avoir lancé un tel arsenal juridique avec toute la batterie des médias aux ordres, des partis aux ordres, des relais politiques, des relais associatifs pour stigmatiser la France. Et puis après, en fin de course, donner l'ordre aux mêmes sénateurs de ne pas voter, de refuser les dispositions que le régime lui-même a soumises. On ne va pas nous faire croire que c'est un député ou un sénateur qui a soumis ces dispositions. Tout le monde sait que ça vient d'en haut. Personne n'oserait, au niveau du Parlement, proposer une telle loi sans qu'on le sonne. C'est connu. Mais pourquoi avoir fait ça? Est-ce qu'ils ont reçu des menaces entre-temps? Est-ce que le clan qui a planqué ses fortunes et sa sécurité et ses bobonnes et son engeance et tout le reste en France est inquiet à l'idée que ça puisse se dégrader à la France et qui a tiré la sonnette d'alarme ou qui a sommé ce régime de faire marche arrière, sinon, faute de se retrouver dans une impasse dont personne ne sortirait indemne? Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Quelle spéculation, puisque c'est la seule impasse qui nous reste, c'est la seule alternative qui nous reste. Qu'est-ce qui a forcé ce régime à ordonner aux sénateurs de ne pas voter la loi sur la criminalisation du colonialisme? Alors, exactement, c'est une pertinente question à Jamaldine, c'est que dans le sens où Tebboune, d'abord, il navigue à vue. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne, ce qui concerne notamment la politique extérieure, donc d'émettre des stratégies ou d'établir des stratégies à long terme, ce n'est pas son point fort. Donc, si vous voulez, il n'a pas eu cette vision stratégique ou diplomatique ou géostratégique pour pouvoir lire et anticiper les événements à court, à moyen ou à long terme. Donc, il agit selon les humeurs. Maintenant, ce qui a fait en sorte à ce que le pouvoir change de position, c'est que déjà, je pense que cette loi, elle a été introduite en pensant elle a été introduite comme projet de loi pour qu'elle soit votée par le pouvoir, par Tebboune et ses conseillers, en pensant qu'ils allaient, c'est-à-dire constituer un levier, un rapport de force par rapport à la France, c'est-à-dire que en introduisant un peu comme le levier qu'avait le pouvoir algérien à l'encontre de la France en détenant Boualem Sansal, en détenant le journaliste Christophe Glaise, ça veut dire en s'atermoyant sur le dossier des Haragal et laissez-passer consulaires. Donc le pouvoir algérien veut se constituer des leviers. Et donc en introduisant ce projet de loi, il croyait avoir un levier, c'est-à-dire que un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en revenant sur certains articles, c'est-à-dire ce rétropédalage serait aperçu par le pouvoir français comme des concessions et en contrepartie, c'est-à-dire le gouvernement français ferait à son tour des concessions. Donc, je pense que cette myopie de la part de pouvoir l'a poussé à faire ce genre de projet de loi. Et puis, il y a une chose aussi,
que je pense qui est très importante, c'est que le contexte international a fait en sorte, d'ailleurs, on revient toujours à la médiocrité et à la myopie de ce pouvoir, c'est que en détériorant les relations avec la France, et par là, j'inculpe ou je culpabilise le pouvoir algérien de vouloir, c'est-à-dire attiser ou de vouloir détériorer les relations avec la France. Je ne dis pas qu'il n'y a que le pouvoir algérien qui est responsable, il y a aussi du côté français, mais le côté algérien, je suis algérien, donc je suis opposant algérien, donc je condamne les agissements du pouvoir algérien. Donc, ils ont voulu détériorer les relations françaises, notamment avec le dossier du Sahara occidental, où Tebboune agit toujours selon ses humeurs, sans penser même aux intérêts de son propre peuple. Et je vous rappelle par ce passage, c'est que il a mis en danger, il a mis en péril les intérêts de son propre peuple. D'ailleurs, si je vous cite juste le dossier des visas, où les Français sont revenus sur l'octroi des visas en faveur de beaucoup d'Algériens, c'est parce que Tebboune, enfin le pouvoir, avait décidé de restreindre le nombre de fonctionnaires au consulat d'Algérie, consulat français en Algérie. Donc, c'est le peuple algérien qui a payé le prix par rapport à ça. Donc, dans le contexte, c'est que l'Algérie s'est isolée à cause du dossier du Sahara occidental. Et puis, la grosse erreur ou l'erreur monumentale qu'avait faite Tebboune, c'est si vous voulez, entre guillemets, parce que lui, il croyait que se libérer du carcan ou se libérer des chaînes françaises, parce qu'il se croyait que, comme le pouvoir était toujours lié à la France, donc il croyait se libérer de la France. Il avait sous-estimé le pouvoir de la diplomatie, le pouvoir de la puissance qui est la France. Il a oublié que la France est un membre permanent de l'ONU, un pays nucléaire, un pays qui a un maillage consulaire plus dense, je dirais même le plus dense au monde, peut-être avant les États-Unis ou après les États-Unis, je ne sais pas, mais en tout cas la France, elle a quand même une force diplomatique très importante. Donc en plus, c'est une grande puissance économique, la France. Et puis il est très entendu, notamment tout ce qui concerne le dossier nord-africain par rapport que ce soit avec les autres Européens, que ce soit avec les Nord-Américains. Donc Tebboune n'avait pas calculé ou mesuré l'importance de la France. Il croyait qu'il pouvait détériorer les relations avec la France. Juste le comble, Azoua ou Chamarok, le comble que les gens ne comprennent pas, parce que l'Algérie a le droit d'exiger qu'on revienne sur sa mémoire de pays colonisés, de peuple qui a souffert, d'une nation qui a été dévastée, dont les populations ont été massacrées. Il y a des carnages qui méritent d'être remis à la connaissance de ceux qui n'en savent rien, mais à la façon dont il le fait, ce régime. C'est comme s'il l'utilisait comme d'un fonds de commerce pour absolument, là je suis d'accord. Pour faire des petits gains comme ça, mais ce n'est pas une vraie vision de revenir sur la mémoire, d'essayer de comprendre, de susciter un vrai débat historique, mémoriel, sans pour autant exiger quoi que ce soit, puisque nous ne sommes pas en mesure de pouvoir exiger, mais de mettre sur la table, d'informer, y compris l'opinion publique française, sur ce qui a été commis en son nom, au nom du peuple français. Mais or, ce n'est pas le cas du tout. Je reviens à Abdelkarim Zgheilache. Cette sortie aujourd'hui sur l'APS, je ne sais pas si vous avez lu ce brûlot de l'APS. Je vais vous lire quelques passages à la suite donc, de l'annonce de France 2 de diffuser cette enquête sur ces histoires de barbouzerie et de services qui ont tenté d'enlever, de kidnapper un opposant algérien. Alors, je vais vous lire quelques... Mais c'est un brûlot absolument historique, dans le sens
où il confirme que l'APS et les gens qui écrivent dans cette agence, cette officielle algérienne, ils sont mus par des pulsions très malsaines qui ne se refusent rien. Écoutez, hein. C'est l'APS qui le dit, hein. C'est un relais de la désinformation en Algérie. Il faut appeler les choses par leur nom et dire que ce n'est ni une enquête ni un travail d'information équilibré, mais une entreprise de désinformation méthodique où l'Algérie sert de cible, etc. Il se cristallise autour d'un ex-faux diplomate. Rappelons-le que M. Driancourt a remis ses lettres d'accréditation au président de la République, M. Tebboune, qui l'a reçu et qu'il est resté des années à la tête de l'ambassade de France en Algérie, qui est aujourd'hui traité de faux diplomate. Un homme, écoutez bien, parce que ça vaut le déplacement, cet homme sale, vous imaginez, une agence de presse officielle qui traite un ex-ambassadeur, il vaut ce qu'il vaut. Il a dit ce qu'il a dit, mais de le traiter d'un homme sale, et à travers lui, donc l'État qu'il représentait, et je ne peux pas tout vous lire, mais je recommande à ceux qui n'ont pas lu. Alors une question s'impose. Qu'est-ce qui pousse le service public français à tomber si bas? La guerre de l'audience justifie-t-elle tout? Et c'est l'APS qui le dit. Le buzz vaut-il désormais abdication morale et faillite professionnelle? Et c'est l'APS qui le dit. Et je passe sur le reste parce que, Abdelkarim Zreich, qu'est-ce que vous pensez donc de cette réponse, j'allais dire, de l'APS et donc de la présidence algérienne à cette annonce de France 2 de passer ce soir une enquête sur cette histoire d'enlèvement d'un opposant algérien et de l'espionnage d'un autre Algérien à un niveau, dans un ministère qui a été donc confondu pour espionnage au profit des services algériens sur des affaires françaises. Je ne vous cache pas, je n'ai pas pris connaissance de ce communiqué-là de l'APS. Apparemment, c'est aujourd'hui que ça a été édité, ça. Mais jusqu'à là, je n'ai pas encore le temps de le voir. Mais je dirais que ce n'est pas la première sortie hilarante et désenchantante de l'APS. J'imagine que nous avons pris l'habitude de ce genre de dérapage. On a l'impression que ces gens-là ne sont pas conscients, des gens qui gèrent l'APS, ou peut-être qu'ils sont conscients et qu'ils s'en foutent. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont pas conscients que le monde, quand il veut s'informer sur ce qui se passe en Algérie, il va lire ce qui est écrit sur l'APS. J'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte que l'APS a une mission d'information sur l'Algérie à l'international. J'ai l'impression qu'ils pensent que ce qu'ils écrivent reste entre nous, entre les Algériens. C'est juste un truc entre nous, ça ne va pas sortir des frontières de l'Algérie. Ils ne se rendent pas compte que quand l'APS écrit quelque chose, c'est repris par les ambassades, c'est repris. Bon, c'est repris, c'est lu, je veux dire. C'est certainement lu par toutes les ambassades existantes en Algérie, par la totalité des ministères des Affaires étrangères dans le monde. Chaque service, les services qui s'occupent à l'international, ils font ce qu'on appelle la revue de presse journalière. Donc, cet article-là, il n'y a pas tous les Algériens qui vont lire. Les Algériens vont comprendre. Ils connaissent l'APS. On la connaît, on sait, c'est pas la première fois. Mais à l'international, quelle image ils sont en train de donner en disant un homme sale? Un homme sale, c'est pas un vocabulaire d'une agence de presse officielle. Une agence peut donner un nombre infini de qualificatifs sans être obligé de dire un homme sale. Ou dans un autre article, ils ont traité un journaliste algérien qui se trouve actuellement en France, ils l'ont traité de caniche. Et j'en passe, hein, j'en passe. Le dernier article sur un certain parti politique en Algérie qui aurait eu un député qui a passé son service militaire en France. Est-ce que ça, c'est le travail de l'APS de faire de la surenchère politique? C'est pas ça. C'est une agence d'information. Elle informe sur ce qui se passe. Elle n'est pas là pour argumenter les événements. Elle n'est pas là pour donner son point de vue sur les événements. Quel que soit l'événement, que ce soit cette histoire de kidnapping en France ou autre.
elle est là pour donner l'information juste telle qu'elle est, pour que toute la planète puisse la lire sans avoir une prévision sur l'Algérie, une vision certainement sale comme l'homme sale. Si on parle dans l'agence presse officielle algérienne d'un homme sale, eh ben, je ne sais pas, il faut peut-être envoyer les hammams. Franchement, le niveau est trop bas. Il est trop bas. Ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. C'est impossible qu'ils soient conscients de ce qu'ils sont en train de faire, de toute façon. C'est forcément qu'ils ne sont pas conscients. C'est pas possible que, à ce niveau-là des sphères de l'État, je parle de l'APS, de la Chambre du Sénat, du Parlement, à ce niveau-là des sphères, des institutions de l'État, on est ce comportement-là. On est ce niveau. Ce niveau, franchement, Et en plus, sur l'affaire en elle-même, sur cette affaire d'enlèvement, de tentative d'enlèvement d'Amir DZ et de cette histoire de fonctionnaires binationales qui ont espionné pour le compte de l'Algérie et qui s'est fait aider d'ailleurs par sa compagne qui est elle-même française et qui lui fournissait des renseignements sur les réfugiés politiques algériens. Qui remettait donc au service algérien du consulat ou de l'ambassade, au BS, comme on dit. Il se trouve que cette affaire est passée par la justice française. Or, la justice française n'est pas comme la justice algérienne. Moi, je le dis comme ça, hein, qu'on me traite de tout ce qu'on veut. Moi, ça m'est complètement égal. Moi, je connais la justice française et je connais la justice algérienne. La justice algérienne est une institution, entre guillemets, qui fonctionne à l'injonction, au téléphone. On lui demande de libérer X ou de mettre Y en prison. On lui demande de mettre Sansal ou de mettre Qadi Ihsan ou de mettre Drarni en prison. Une justice qui ne peut même pas se saisir, s'auto-saisir pour remettre à sa place le président de la République censé incarner la Constitution et l'esprit de la nation, et qui viole le principe d'innocence en direct dans un discours public, puisqu'il a traité Sansal, qui était à ce moment-là en prison et dont le procès était en instruction, il l'a traité de l'os, de voleur, il l'a traité de bâtard, excusez-moi pour le terme, quelqu'un qui ne connaît pas son père, comme il a dit, il l'a traité de mille et une choses, alors que le procès était en instruction. C'est le chef de l'État qui viole le principe, le sacro-saint principe de présomption d'innocence. Et donc cette justice algérienne, tout le monde sait ce qu'elle vaut, alors que la justice française, elle refuse toute sommation, toute injonction du pouvoir politique. Elle est libre, on connaît l'histoire de ces juges d'instruction, de ces magistrats qui refusent, de ce monsieur Sarkozy qui a été condamné, mis en prison malgré des pressions inimaginables d'un certain sérail politique. Et donc, cette justice française a considéré que M. Amir DZ a subi réellement une tentative d'enlèvement par des gens qui relèvent du consulat d'Algérie. Elle a mis une personne a pris la fuite, l'autre est en prison. Elle a été inculpée. L'autre monsieur qui espionnait pour le compte des services algériens et qui livrait des informations sur les réfugiés algériens a été condamné, il est en prison. Et sa compagne aussi. C'est la justice. Ce n'est pas un coup de téléphone de M. Macron ou de M. XYZ. Et donc, quelle est votre lecture de ces gens qui refusent de voir la vérité en face, à la PS, à la présidence, au niveau de la junte, au niveau des fameuses institutions, entre guillemets, et qui croient que la justice française est comme la justice algérienne. Ça veut dire qu'elle peut être instrumentalisée par n'importe qui. Vous savez, M. Chenouf, je vous ai dit la dernière fois, vous comprendrez très bien, tout ce que vous diriez ici en Algérie pourra être retenu contre vous. Donc, sur ce point-là très, très sensible, je vais essayer d'utiliser un vocabulaire disparate, peut-être le mot exact. Si cette affaire-là s'avère être une affaire vraie, c'est incroyablement grave pour l'Algérie. C'est de la barbouzerie.
C'est incroyablement grave en Algérie. C'est un diplomate algérien, dans le cadre de, c'est-à-dire en fonction, se retrouve en prison pour une affaire de kidnapping. C'est une affaire d'État. Si des officiels algériens sont impliqués dans cette affaire, je mets toujours le si avant. Si tout cela s'avère être vrai et véridique, prouvé, c'est absolu, c'est très très grave pour l'Algérie. Être arrivé à ce niveau de barbouzerie, est-ce qu'on peut se sentir en sécurité avec, je dirais, pouvoir pareil, un système pareil? Si ils peuvent faire ça à une personne qui est dans un autre pays, dans une démocratie, dans une autre nation, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les gens qui sont en Algérie? Moi, je pense à ça en réalité. Si l'État algérien peut réellement faire ça à l'international, et sans craindre les retombées, s'ils se font prendre, apparemment, je dis toujours ça aussi, apparemment, ils se sont fait prendre. S'ils osent faire ça à l'international, en dehors du territoire algérien, qu'est-ce qu'ils n'oseront pas faire à l'intérieur de l'Algérie? Donc, si cette histoire-là est véridique, et c'est la réalité, et c'est ce qui s'est passé, et voilà, on est l'État, on dit l'État algérien, on dit nous, c'est nous l'État algérien, c'est les Algériens. On est impliqués dans une histoire de kidnapping à l'international. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui assure ma sécurité, moi, ici, à l'intérieur du pays? Qu'est-ce qui assure mon intégrité physique? Parce que là, on est en train de parler de kidnapping. Qu'est-ce qui assure mon intégrité physique? Cette histoire-là dépasse largement le fait de... C'est grave déjà ça en soi-même, c'est très grave. L'action, la tentative de kidnapping à l'international, ça dépasse largement Restez avec nous, Abdelkarim Zrelich. Nous allons montrer une partie de cette annonce de France 2 au sujet de cette enquête sur ces sombres affaires algériennes en France. Et nous revenons à nos invités. Quelles informations vous avez données au service de renseignement algérien? Rien, c'est fiche tirée de mon logiciel qui jamais demande. Un agent des services secrets algériens aurait frappé fort. Il aurait réussi à recruter un fonctionnaire français au sein du ministère des Finances. Il aurait fait de cet ingénieur de Bercy, né en Algérie, son espion. Tout commence en 2023. L'informaticien sans histoire de 56 ans se rend au consulat de Créteil pour des démarches administratives. Il est alors tamponné par le fameux agent. Quelques jours plus tard, il aurait livré l'adresse personnelle d'Amir DZ et pendant 2 ans, il aurait fourni des informations sur une quinzaine d'opposants vivant en France. C'est ce qu'il a affirmé aux enquêteurs. Celui que la presse surnomme l'espion de Bercy est aujourd'hui mis en examen, notamment pour intelligence avec une puissance étrangère. Il est aujourd'hui libre, mais sous contrôle judiciaire. Nous sommes allés à sa rencontre en caméra cachée. Est-ce que vous avez conscience, quand vous transmettiez ces informations, que vous pouviez mettre en danger ces opposants? Non, j'ai pas transmis de mon propre gain. Peut-être les enquêteurs ne m'ont pas compris. Moi, j'avais une menace sur moi. J'avais une menace. Mes parents, ils vivent en Algérie. Donc les services de renseignement vous ont mis la pression? Et tous les services de renseignement, que ce soit français ou étrangers, ils essaient toujours de trouver ça, de trouver le bouc émissaire en fait. Quelqu'un de cadre, quelqu'un de bien constitué et de détruit. Vous reconnaissez du coup que vous avez été un informateur pour les services de renseignement? Merci. L'homme se dit victime des pressions qu'aurait exercées sur lui l'agent du renseignement, qui depuis a réussi à prendre la fuite en Algérie. Ce n'est qu'une partie donc, de cette annonce, mais je vous suggère, je vous recommande de la voir ce soir, 23h. Nous allons tous la voir et j'espère que nous pourrons revenir sur ce sujet demain. Nous arrivons à la fin de l'émission. Azoua ou Chamarouk, c'est à vous. Oui, Jamaldine, effectivement. Pardon, Azoua, à chaque fois je me trompe. Je sais que vous appelez Azoua Chamarouk et pas Chamarouk. Donc je m'excuse pour la prononciation. C'est pas grave, Jamaldine. Il y a plus grave que ça. Oui. Alors,
Donc, oui, effectivement, je disais que. Alors, si vous me permettez, je finis juste mon raisonnement de tout à l'heure par rapport à ce qui a laissé Tebboune revenir sur certaines décisions. Donc, en fait, au final, il a compris c'est-à-dire l'importance de la France. D'ailleurs, la France a décidé de soutenir la marocanité du Sahara occidental. Un an après, elle a été entérinée auprès de l'ONU. Donc, pour vous dire, après, il s'est rendu compte que finalement, la France, c'était une grosse erreur c'est-à-dire de détériorer les relations avec elle. C'est pour ça qu'il essaye de revenir un peu petit à petit, tout en laissant un peu, si vous voulez, que la France laisse un peu les Algériens la manière avec laquelle ils vendent, c'est-à-dire cette forme cette forme de rétropédalage à l'opinion algérienne. Ils peuvent le vendre comme une prouesse, comme des victoires diplomatiques, alors que en réalité, c'est des échecs et la France va avoir, c'est-à-dire va préserver ses intérêts. Maintenant, par rapport à cette affaire de MLDZ, il faut savoir une chose, c'est que moi, bon, je suis là, donc je pourrais parler d'une manière un peu libre. Donc, il y a eu effectivement une tentative de kidnapping et c'est instruit en justice. Et je pense que cette année-là, il va y avoir un procès, c'est-à-dire sur cette affaire. Et justement, ce qui inquiète le pouvoir algérien, il est impliqué, le pouvoir algérien, politiquement, il est impliqué et c'est factuel et c'est établi. Donc, il y a bien eu des agents consulaires, bon, c'est des agents des renseignements extérieurs algériens, qui sont impliqués, qui sont accusés dans cette affaire. Quand on dit qu'un directeur de la sécurité, c'est-à-dire de la DGSE, ici à Paris, est impliqué, ça veut dire que son supérieur à Alger est impliqué. Quand on dit que son supérieur est impliqué, ça veut dire que la présidence est impliquée. Et pourquoi je dis qu'il y a une implication politique? Parce que si vous avez entendu, à un moment, Tebboune faisait un discours où il avait justement parlé des opposants, où il avait dit il a dit d'une manière franche et précise que c'est-à-dire qu'on va les ramener avec tous les moyens. Oui, en effet, il l'a dit publiquement, le président lui-même. Ça veut dire qu'on va les enlever de là où ils sont. Peu importe la manière. Donc, ils ont essayé, Jamaldine, ils ont essayé les manières légales avec les mandats d'arrêt internationaux, ils ont échoué. D'ailleurs, ils ont rencontré des choux blancs avec la justice française qui avait justement refusé, notamment d'abord l'inconsistance du dossier et donc un des éléments qui avait motivé les juges à ne pas extrader ses opposants. Ils ont essayé justement de voir directement en négociant avec les services secrets français, de leur demander, avec le gouvernement français, de leur demander de les extrader, et le pouvoir français avait refusé parce que il leur avait dit que c'était une décision de justice. Ce n'est pas au service secret français d'extrader ou à Macron d'extrader des ressortissants algériens. Donc, ils sont allés à la dernière option qui est l'option du kidnapping. Donc, tout ça est établi. Et la justice française, elle a bien établi tout ça. Donc, et j'aimerais juste rebondir sur quelque chose qui est à mon sens très important. La lettre que Macron avait au moins de 30 secondes, Azouab. 30 secondes. Il y avait la lettre qu'avait envoyée Macron à son premier ministre de l'époque, François Bayrou, où il l'avait instruit, c'est-à-dire concernant le dossier algérien. Il y avait tellement de choses. Et je vous lis un paragraphe très rapidement. Un des paragraphes de cette lettre disait « La réponse des autorités algériennes à nos exigences en matière de coopération migratoire et consulaire déterminera la suite de nos démarches. Dès lors que le dialogue aura été établi, il nous faudra également traiter d'autres dossiers bilatéraux sensibles tels que les dettes hospitalières ou les menées de certains services de l'État algérien sur le territoire français. » Ça veut dire quoi, les menées de certains services? Ça veut dire c'est les actes de barbouzerie que menaient les pouvoirs algériens au sein. Donc, tout ça est établi politiquement et c'est vrai. Juste, je finis là-dessus. Il y a eu la même chose en Algérie, donc des accusations
on a vu à l'ENTV des accusations directes d'un agent des renseignements français de préparer des actes d'attentats terroristes à l'encontre de l'Algérie, mais on n'a pas vu la justice algérienne bouger. Pourquoi? Alors qu'ici en France, on a vu la justice française bouger contre ces actes et contre le pouvoir algérien. Merci. Alors, Merci. Abdelkrim Zrelich, 30 secondes, le mot de la fin, s'il vous plaît. Le temps de parler sur la loi d'échéance de nationalité. Je voudrais juste finir par cette petite réflexion. Je dirais que chaque pays a droit à avoir ses traîtres. Chaque pays a droit à son pourcentage, à son quota de traîtres. Mais ça reste des traîtres algériens. C'est des traîtres, mais c'est un traître algérien. C'est pas parce que c'est un traître qu'on a le droit de lui enlever sa nationalité. Dans le pire des cas, je parle des traîtres. C'est dans le pire des cas, parce que cette loi-là peut être utilisée à tort et à travers pour éliminer tout adversaire politique qui est à l'extérieur de l'Algérie. Et personnellement, je pense que c'est ça l'objectif. C'est d'éliminer tout adversaire politique qui se retrouve en Algérie. Mais même le traître, même l'Algérie a le droit d'avoir ses propres traîtres. C'est des traîtres, mais c'est des traîtres algériens. Voilà, merci M. Kouchino, et merci également à M. Azouaou. Merci Abdelkrim Zrelich, merci Azouaou Chemrouk, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.